Polytech, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Avec Polytech Live, suivez les conférences de Polytech en direct ou en replay. Bonjour à tous, soyez les bienvenus donc sur cette conférence plénière dédiée à l'emploi. Vous le savez, aujourd'hui, tout particulièrement sur le salon Polytech, c'est la journée d'emploi, même si dans le cadre de l'espace emploi compétences, on a eu l'occasion d'en traiter durant ces 4 jours. Le sujet qui va nous occuper pendant l'heure qui suit et durant laquelle vous pourrez prendre la parole lors d'une séance de questions-réponses, c'est quelles évolutions pour les compétences en matière de transition énergétique. Vous connaissiez tous les métiers verts. Depuis plusieurs années, on parle des métiers verdissants. Désormais, on parle même de transition écologique et d'embrasser totalement l'économie française en vue de sa décarbonation. Quelles sont les compétences que cela mobilise? Quelles sont les formations à mettre en place? Comment le digital modifie les métiers de l'environnement? Ce sont les thématiques notamment dont nous allons traiter avec les intervenants d'aujourd'hui. Il s'agit de Jean Hénin, vous êtes président Jean de Pellin-Questé, vous êtes équipementier, concepteur et fabricant de machines de tri optique. Bonjour. Bonjour. Justin Longness, qui est dirigeant fondateur de Imagreen, cabinet de recrutement spécialisé sur la transition énergétique. Bonjour. Bonjour, merci. Et enfin, Nina Stidzi, qui est chargée de la commande publique pour l'Ecolab. L'Ecolab, il s'agit du laboratoire d'innovation par les données. C'est donc un service du Commissariat général au développement durable qui dépend du ministère de la Transition écologique. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci à vous. Et je tiens à excuser Noémie Martin-Pasquale, qui est shifteuse. Donc, shifteuse, c'est donc une membre du Shift Project, un think tank dédié à la décarbonation de l'industrie, qui devait être là aujourd'hui avec nous, mais qui malheureusement est malade. Et donc, nous ne serons que 3 sur cette table ronde, mais néanmoins, nous essaierons d'évoquer les thèmes qu'elle souhaitait porter auprès de vous. Donc pour débuter cette table ronde, je vais tout de suite donner la parole à Nina Stidzi. Donc je le disais, chargée de la commande publique au sein de l'Ecolab, donc dans le cadre du ministère. Vous travaillez tout particulièrement sur les données, sur la manière dont on peut exploiter les outils digitaux en vue de développer la transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelles sont les potentialités que cela représente? Au niveau du ministère et de la fonction publique en général, on utilise beaucoup les données et on essaye de les rassembler parce qu'aujourd'hui, elles sont dispersées. On retrouve très peu de données qui sont liées, ce qui est un gros problème pour la transition écologique et pour la fonction publique et territoriale en général. Donc, au niveau de la transition écologique, on a plusieurs points qui sont abordés. Le premier, c'est la transition énergétique, la lutte contre l'artificialisation des sols et la prévention des risques. Dans la prévention des risques, nous avons besoin d'acquérir des données, de partager ces données et de les mettre en commun. Notre travail au ministère de la Transition écologique et particulièrement dans l'Ecolab, c'est de réunir ces données, de créer une maïotique des données que l'on va partager sur tous les territoires, au niveau national, local, régional, départemental et même européen, une fois qu'on aura pris la présidence française à l'Union européenne, pour parler de tous les métiers de la transition écologique, de la green tech et de créer de l'emploi derrière. Parce que tous ces métiers de données sont des métiers nouveaux qu'on n'a pas l'habitude de traiter et de voir dans la fonction publique. On recherche beaucoup de data scientists, de géomaticiens, de géographes, de spécialistes de la donnée, qui ne savent pas aujourd'hui manipuler les données dans la fonction territoriale et dans la fonction publique. Et ces profils-là sont parfois en rejet de la fonction publique, n'osent pas se postuler. Et on essaye de recruter ces profils-là. De notre côté, on essaye également de convertir les personnes qui sont dans une fonction implantée et de procéder à une conversion professionnelle, d'évaluer les compétences et d'augmenter les compétences des agents publics pour permettre d'adapter l'emploi public aux données de la transition écologique. Alors ces données, elles sont de quel type? C'est plutôt des données de quoi? De consommation, de température, des données géographiques? On a donc de tous les types de données. On a des données de consommation. Pour la prévention des risques, on va plutôt traiter de données géographiques. On travaille particulièrement avec l'Institut géographique national, l'IGN, pour recueillir toutes ces données géographiques. Donc
Donc c'est vraiment de tout type de données qui peuvent servir à la transition écologique, la transition énergétique et la prévention des risques. Ces données sont des données publiques, c'est disponible sur le site data.gouv.fr. Il y en a une partie qui est disponible sur data.gouv.fr, mais comme je le disais, ces données sont publiques, elles sont très souvent éparses, et entre les services publics, parfois on ne connaît pas les données. Il y a un vrai problème de communication entre les données. Déjà, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces données? Parce qu'une fois qu'on les a, bon, c'est bien, on a des mesures, mais concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce qu'on en fait? Concrètement, on va prendre un exemple assez simple au niveau des inondations, par exemple. Les instituts nationaux savent gérer les inondations, savent prévoir les inondations et savent quand elles vont arriver. Les data scientists qui travaillent dessus et les géomaticiens qui travaillent dessus également envoient des données dans les collectivités qui vont être touchées par les inondations. Et aujourd'hui, certaines collectivités n'arrivent pas à lire ces données, les collectivités particulièrement rurales, où la data science est encore méconnue, alors que c'est des vrais problèmes. Donc une fois que ces données ont été envoyées au niveau national vers le niveau territorial, on essaye de les lire, sauf qu'il y a un vrai problème de formation et de compétences qui manque, qui est lacunaire à ce niveau-là. Et donc les populations ne sont pas alertées. Sauf que par peur, souvent, on va prendre notre voiture parce qu'on voit l'eau monter chez soi. Sauf que derrière, c'est pire. Et on a eu plusieurs cas de décès, de disparition, qui étaient liés à la mauvaise transmission des données et à la mauvaise analyse des données. Donc ce qu'on va faire très clairement, c'est prendre ces données, essayer de les partager, de faire un espace commun des données et de permettre en fait de les communiquer à tout le monde pour éviter qu'il y ait des risques et des drames qui se sont produits encore cet été sur les incendies. Alors vous disiez qu'au sein de la fonction territoriale, ils ne savent pas nécessairement quoi faire de ces données. Quels sont les dispositifs qui sont mis en place justement pour former ces cadres territoriaux et qu'ils puissent s'accaparer ces données, qu'ils puissent les utiliser à bon escient? Donc sur les formations des données, on a aujourd'hui un dispositif qui va être mis en place par le CGDD, justement, donc la Commission générale au développement durable, qui est mis en place par deux data scientists qui travaillent dans les collabs, qui sont Solène Cadiou et Marie Ramondaré, et également piloté par Véronique Balestra, qui est adjointe au chef de l'Ecolab. Donc ici, on travaille sur un programme de données qui va servir à la formation, particulièrement la formation des femmes dans la donnée, dessus, pour faire accéder le maximum de data scientists, de spécialistes aux espaces de données et les recruter dans la fonction publique pour que leurs compétences soient mises au service de l'État. Data scientist, c'est quoi? Parce que c'est un joli terme, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un informaticien? Non, pas vraiment. Donc, moi, je suis encore en études de data science, par exemple. Donc c'est une forme de l'ingénierie où on va essayer de récolter des données, de faire du tri de données. Souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il existe des données, mais qu'on ne sait pas les récupérer. Donc le data scientist va essayer de trouver les données, récupérer les données. Ensuite, il va faire une analyse de ces données et voir avec des regroupements de plusieurs, par exemple pour l'IGN qui travaille sur la géographie, ils vont essayer de modéliser tous les territoires en 3D pour voir où est-ce qu'il y a des risques, qu'est-ce qu'on peut analyser, qu'est-ce qu'on peut en tirer et derrière l'exporter pour avoir des impacts, que ce soit économiques, écologiques, sociaux, environnementaux forcément, dessus. Est-ce qu'il y a des formations qui existent de data scientist? Bien sûr, dans la fonction publique spécifiquement, non. Dans l'ingénierie, oui. Donc, voilà. Donc moi, par exemple, je suis étudiante à l'ENSAE, qui est l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. D'accord, il y a une forte dimension statistique et scientifique. Oui, dans la data science, il y a beaucoup de statistiques. Très bien. Merci à vous pour cet aperçu effectivement sur le potentiel des données. Juste avant effectivement qu'on passe la parole à un autre intervenant, est-ce qu'à votre connaissance, le data scientisme a autant de potentiel dans le privé? Parce que là, vous nous avez parlé du public, de la fonction territoriale. Qu'en est-il dans le privé, à votre avis? Est-ce qu'il y a également ce genre de potentialité? Est-ce qu'on s'en empare autant que l'on devrait? Alors dans le privé, on s'en empare plus que dans le public. Aujourd'hui, donc c'est ce que je disais en introduction, on a beaucoup de mal à recruter des profils de spécialistes, d'experts en data science. Aujourd'hui, dans le privé, c'est plutôt le contraire. Il y a beaucoup de data scientists qui travaillent sur l'information économique de l'entreprise pour permettre le développement du profit dessus, et ça fait des années que ça existe. Aujourd'hui, il y a un vrai retard du public sur le privé pour ce coup.
Jean Hénin, je le disais tout à l'heure, vous êtes président de Pellin-Caissier, donc équipementier spécialiste sur les machines de tri optique. Avant que je vous pose une question, manifestement, vous vouliez réagir au propos de Nina. Non, je confirme ce que disait Nina sur le rôle des data scientists, en tout cas qui est aujourd'hui très important dans la transition écologique, mais aussi la transition des technologies. On utilise les données à titre privé, pas seulement pour faire du profit. Ça nous permet aussi d'apporter des solutions beaucoup plus efficaces au service de ceux qui font aussi l'écologie, qui font le traitement des déchets. On en parlera juste après, mais je confirme ce que disait Nina. C'est un emploi aujourd'hui qui est vraiment en forte demande, qui demande un certain savoir-faire, des connaissances mathématiques. Je pense que Nina nous en parlera encore mieux que moi. Mais c'est en effet aujourd'hui des profils qui sont très intéressants, public-privé. D'ailleurs, les deux, je pense que peuvent collaborer largement à partir du moment où on résout aussi des problèmes de souveraineté des données, qui est encore un autre sujet. Nina, on a une idée quantitativement du potentiel sur les data scientists? Est-ce que c'est quelques dizaines, centaines, milliers de postes dont on aurait besoin? Aujourd'hui, c'est assez dur à quantifier, parce que c'est un programme qui va se mettre en place en novembre dessus. Donc, il existe déjà un programme qui s'appelle le programme des entrepreneurs d'intérêt généraux, où là, on recrute tous les profils d'ingénieurs. Donc, ça peut être des designers, des data scientists, des développeurs également, pour développer des missions qui sont prises en charge par l'État. Dans l'Ecolab, il y a actuellement également 3 missions. Donc, ça nous fait 9 entrepreneurs d'intérêt généraux sur des promotions de 34 chaque année. Alors Jean, au-delà effectivement du potentiel avec les données, qu'est-ce qu'il en est de la digitalisation tout azimut dans les secteurs de l'environnement? Et je pense notamment évidemment à celui qui vous concerne tout particulièrement, celui du tri des déchets. Comment est-ce que ça se concrétise chez vous? Alors, aujourd'hui, elle est encore balbutiante. On est vraiment aux prémices de ce qu'on pourrait faire. On est encore assez maladroit sur ce que la donnée permet de faire par rapport à le potentiel qu'elle a. Donc, c'est quelque chose vraiment en devenir. Et donc, c'est très bien que les jeunes générations, d'ailleurs, s'en emparent, et qui, combiné avec le savoir-faire aussi des anciens, et une belle combinaison dans les exemples qui ont été donnés par Nina entre le savoir-faire territorial et la gestion des données. Pellin-Caissier, rapidement, juste pour que vous sachiez ce qu'on fait et ce qu'on représente. On fait des machines de tri des déchets qu'on retrouve dans les centres de tri. Donc à la maison, vous triez vos déchets, tous. Et aujourd'hui, on donne... C'est sûr. C'est sûr. C'est aujourd'hui une fonction du citoyen qui est très importante. Et nous, on met en place des dispositifs de tri des déchets, tri optique ou tri intelligent qui permettent de poursuivre en fait votre geste de tri dans les centres de tri, dans les centres de recyclage. Donc on a parmi ici à Polytech de nombreux exploitants, Suez, Veolia, Paprec et ainsi de suite. Ces gens-là ont besoin de machinerie, ont besoin de technologie pour vraiment aller beaucoup plus loin dans le traitement, dans le tri de leurs déchets pour donner une seconde vie à ces matières. Alors, on reste aussi convaincu qu'un bon déchet, un déchet qui n'existe pas, mais il y en a encore, ils sont très présents autour de nous, ils nous permettent de vivre, de continuer à se développer. Mais dans tous les cas, ces technologies, on a une vingtaine d'années d'expérience. On vient du milieu agricole, c'est assez intéressant de le dire, on vient du milieu de la robotique, qui est né dans les années 80-90, en fait, chez Pellin, qui est une autre entreprise dans le domaine agricole. Et ce même robot en fait, qui collecte énormément de données, on a transféré son cas d'usage de cueilleur de pommes en cueilleur de bouteilles. Donc là, dans les années 2000, depuis, on a fait énormément de progrès pour amener du tri efficace, rapide, de haute capacité, pour permettre de traiter tous les déchets. L'idée étant d'augmenter le taux de traitement des déchets qui est encore trop faible. Donc la mécanisation, l'automatisation, le savoir-faire qui fait partie permettent justement de créer cette économie circulaire qui a besoin de cette matière. Si je vous comprends bien, l'idée c'est on sort de l'image d'Épinal, de l'agent du tri sur sa chaîne avec le tapis qui passe et qui trie les déchets à la main, mais maintenant on a des machines qui viennent faire le tri de manière automatisée. Alors ça va même au-delà de cette image-là, parce que le tri manuel que David décrit, c'est un tri qui existe encore parfois, qui parfois aussi permet à certains, dans le domaine de l'insertion sociale, qui a encore toute sa place, je dirais, dans certains dispositifs, il y a un process. Ce que fait la machinerie, en tout cas de haute capacité, elle fait un travail beaucoup plus, assez différent finalement, parce qu'on permet à des filières de se créer, qu'ils ont des filières qui demandent un niveau de qualité, un niveau d'efficacité, un niveau de production très très élevé. Et c'est cette machinerie qui vraiment permet de développer d'autres process qui, grâce aux filières de récupération, à la réglementation, c'est un écosystème qui permet vraiment de donner la possibilité demain d'avoir des matières régénérées qu'on trouve aussi bien dans ce que vous consommez que dans les nouvelles matières.
Alors du coup, j'imagine qu'il y a 2 étages quelque part à la fusée. Il y a la manière dont vous concevez vos machines a priori, toute l'ingénierie que ça mobilise, l'aspect digital. Et puis après, il y a l'aspect exploitation. Qu'est-ce qu'il en est sur les métiers et l'emploi à ce niveau-là, à ces 2 niveaux-là? Non, tout à fait. Donc, le premier, c'est la conception. Donc, ce qu'on a choisi, peut l'incaster très tôt vraiment dans notre modèle de développement, c'est de développer beaucoup de choses nous-mêmes. Donc, on a aussi bien chez nous des chimiométriciens ou des algorithmiciens, des data scientists, des data engineers qui viennent traiter la donnée qui est récupérée par le capteur, en fait, qui est récupérée par cette machinerie, que des concepteurs mécaniques, que des concepteurs optiques aussi, que de l'électronique, l'électrotechnique. Donc, on retrouve chez nous énormément de métiers qui sont des métiers parfois en tension, parfois un peu moins. Et donc, une fois qu'on a vraiment développé cette machinerie qu'on fait avec beaucoup de partenaires français, d'ailleurs, on trouve dans notre écosystème des très bons fournisseurs, aussi bien dans le domaine de l'électronique que dans le domaine de l'électrotechnique, que dans le domaine de la mécanique. Et ça, c'est important de le dire, qu'on a dans le paysage français industriel, à notre niveau de petite série, on trouve tout ce qu'il faut pour venir développer justement toute cette supply chain, qui est aujourd'hui fortement en tension. Donc ça, c'est un aspect de notre métier. Un deuxième aspect de notre métier, c'est qu'une fois que vous offrez de la technologie dans des métiers qui sont extrêmement en évolution permanente, en fait, c'est la transition écologique, transition des matériaux, du recyclage, qu'on retrouve aussi bien dans les emballages, mais qu'on va retrouver dans le textile. Les nouvelles REP, responsabilité élargie du producteur, demandent à vraiment investiguer de façon très active les matériaux, le bois, enfin, l'ensemble des filières que vous avez pu voir représentées ici à Polytech. On vient accompagner finalement cette technologie sur le terrain auprès des exploitants. Il ne suffit pas d'offrir une technologie et de dire achetez-la, utilisez-la, on verra bien ce qui se passe. Ici, il s'agit de l'accompagner. Donc on l'accompagne en termes de design, faire en sorte que ces machines, qui sont quand même des machines de haute technologie, mais qui ont aussi une grosse valeur ajoutée, soient bien utilisées. Donc on fait attention en termes de design que les données qu'on met à disposition, le dispositif soit bien maintenu et exploité. Ça, je pense, c'est quelque chose de très important par rapport à cette transition technologique. Est-ce que vraiment la création de valeur va au bout? Est-ce qu'on est en train de créer un objet technologique qui fait sens jusqu'au bout, et vraiment une création de valeur, ou est-ce que la création de valeur, elle va être perdue au niveau de l'exploitation? Concrètement, est-ce qu'on va détruire de l'emploi? C'est ce que vous voulez dire? Non, ce que je veux dire, c'est que cette machine, si elle est mal exploitée, mal pensée, mal conçue, ça vous le vivez aussi au quotidien quand vous achetez des biens, des équipements, est-ce que vraiment on vous a vendu quelque chose qui est propre à l'usage qu'il en est fait? Et ça, c'est une thématique très importante dans la digitalisation des données et dans les métiers. Est-ce que ça fait sens vraiment pour l'exploitant? Est-ce qu'on a développé une machine qui va comprendre, qui va réussir à s'approprier? Et donc, est-ce qu'on ne va pas créer une rupture à l'intérieur du centre de tri? Est-ce qu'il va réussir à prendre en main l'équipement? Donc le design, ça le permet, vous le vivez tous les jours, qui n'a pas essayé de déplier une poussette impossible à déplier. Bon, c'est un cas concret du quotidien, mais qui n'a pas aussi eu du mal à comprendre ces technologies et à utiliser vraiment un équipement. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage, c'est qu'on est présent sur le terrain. On se dit, ces équipements de haute technologie qui sont issus de la digitalisation, qui sont issus des nouveaux capteurs, qui sont issus de tout ce qu'on voit autour de nous de développement technologique, est-ce que vraiment on va en utiliser la pleine potentialité? Et c'est là que le terrain, le savoir-faire terrain de nos exploitants qui rament, parce qu'on parle quand même de déchets, ce n'est pas des milieux qui sont faciles. Sur le terrain, on a une présence, on appelle ça du service tout simplement, ce n'est pas un gros mot, mais derrière, ça va au-delà du service, c'est venir vraiment appréhender les technologies avec des exploitants. On l'a cité, Nina a donné un autre exemple dans le domaine de la protection du territoire, mais avec des exploitants qui ont un certain savoir-faire, mais ce savoir-faire, en fait, il peut venir être augmenté ou détruit. Ils peuvent être augmentés grâce au design, grâce à une facilité d'utilisation. Ils peuvent être détruits parce que tout d'un coup, on se retrouve face à des personnes qui se retrouvent démunies face à ces technologies. Donc c'est là qu'il faut faire preuve d'une bonne compréhension de l'usage, et il faut faire preuve d'une présence physique sur le terrain. Alors quels sont justement les profils qui sont physiquement sur le terrain? Quelles compétences ont-ils? Alors chez nous, on est 220 collaborateurs. Parmi les 220, on a une cinquantaine de techniciens terrain dont le métier est de passer énormément de temps avec l'exploitant, pas pour réparer, nettoyer la machine, mais pour venir accompagner l'exploitant à trouver les bons réglages, à bien comprendre les nouveaux matériaux qui arrivent sur le terrain, à bien comprendre les nouvelles filières aussi qui sont en train de développer pour améliorer à la fin ce qui intéresse un exploitant. C'est assez simple, c'est la disponibilité de l'équipement, l'efficacité des machines et à la fin la pureté de la qualité rendue aux sorties du centre de tri. Des profils techniques, des techniciens de maintenance? Alors on cherche, oui, très concrètement dans l'emploi, c'est des profils techniques. On en trouve de plus en plus de jeunes, de moins jeunes qui cherchent du sens dans le travail, qui cherchent du concret.
qui ont un profil électrotech. De plus en plus, on rentre dans la connectivité des données, donc tout ce qui concerne la communication, l'automatisme, c'est des profils très recherchés qui parfois sont mal compris, donnent pas envie, mais qui de plus en plus font sens dans les métiers de la technologie où le centre tout automatique, où il n'y a personne, n'existe pas. L'idée, c'est d'accompagner ces technos, surtout d'accompagner l'économie circulaire. Donc il y a une grosse carence dans les centres de tri. Nous, à notre niveau aussi, de nos techniciens qui vont sur le terrain, qui vont d'ailleurs dans une quarantaine de pays, dont la France, qui est un marché important pour nous, mais pas que, qui sont une capacité, une compétence de relationnel pour venir comprendre l'exploitant et une compétence technique forte pour venir comprendre la machine et l'application qu'ils ont devant eux. Justin Longnès, je le disais, vous êtes cofondateur et dirigeant d'Imagreen, donc un cabinet de recrutement spécialisé dans la transition énergétique. Quand on écoute Nina et Jean, on voit à quel point le spectre des métiers de l'environnement est large. Comment est-ce qu'on arrive à embrasser toute cette diversité quand on est chargé de faire le pont entre les entreprises qui recrutent et les candidats qui sont ou pas bien formés d'ailleurs? Bonjour, vaste sujet. Alors pour se représenter en quelques mots, Imagreen, on a démarré comme cabinet de recrutement dédié aux acteurs de l'environnement et après plus de 10 ans d'activité, aujourd'hui, avec la volonté d'être toujours plus utile à la transition, on est aujourd'hui une société de conseil en transition sociale et environnementale, avec cette volonté d'être le plus utile possible. Et ça, c'est un projet qu'on a posé collectivement avec l'ensemble des collaborateurs. Très concrètement, il y a 2 grands axes. Ici, on a les acteurs de l'environnement. Et donc, on souhaite accélérer la croissance de ces acteurs-là, parce qu'ils représentent une partie de la solution plutôt qu'une partie du problème. Et ensuite, il y a l'ensemble des autres acteurs. Vous le disiez, David, ceux qui se verdissent. Donc là, pour nous, c'est se loger, se nourrir, s'habiller, se déplacer. C'est ce qu'on fait au quotidien. Et c'est comment on aide ces acteurs-là à opérer leur mutation, à changer de paradigme. Et donc, on le fait chez Imagreen à travers l'ensemble des leviers qui sont à notre disposition, depuis le conseil stratégique, la mise en œuvre opérationnelle, les ressources humaines, et il nous faut de manière transversale embrasser et embarquer tout ce monde-là à travers la communication. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Imagreen. Et donc ça dépasse très largement, ça prend sa source dans les ressources humaines, dans le recrutement, et ça dépasse aujourd'hui bien largement la partie recrutement. Ouais. Oui, pour répondre à la question initiale. Voilà. Effectivement, ça c'est la finalité, on l'a bien compris. Maintenant, concrètement, sur le terrain, comment ça se passe effectivement pour faire le lien entre les deux ponts, les besoins des recruteurs d'une part et les candidats. A fortiori, si vous élargissez la cible des simples, et je mets des guillemets au mot simple, métiers verts, mais plus largement vers des métiers du bâtiment, du transport, de l'alimentaire et du textile. Alors, un constat et quelques paradoxes. Le constat d'abord. Ici à Polytech, l'ensemble des entreprises sont en pleine croissance, en plein développement, et on peut s'en féliciter. Et donc en fait, l'ensemble des demandes, on le voit à chaque fois qu'on s'arrête, on discute avec des chefs d'entreprise, avec des responsables, c'est une demande de recrutement. Et donc le constat, c'est que le marché global de l'économie française reprend, on peut s'en féliciter, et c'est encore un peu plus le cas pour les secteurs de l'environnement. Donc on a une double accélération et donc une difficulté accrue sur le secteur de l'environnement. Les paradoxes, c'est qu'il y en a quelques-uns que je vais égrener rapidement, c'est qu'on a d'un bout et l'autre de la chaîne, d'un bout et l'autre de l'âge, de la pyramide d'âge, les plus jeunes qui ont toujours du mal à rentrer sur le marché de l'emploi, et on les voit encore aujourd'hui, ils sont régulièrement à s'arrêter sur nos différents stands, et le nôtre en particulier, et sur le stand d'emploi environnement, et puis les plus anciens qui quittent un peu trop vite le marché de l'emploi, ont du mal à se réinsérer. Voilà, donc ça c'est le paradoxe qu'on a, c'est on a une demande forte et en même temps on a des gens qui cherchent. Et c'est la même chose, autre paradoxe, pour la reconversion. Et donc une des clés, je réponds à la question, une des clés c'est de bien faire la matérialiser, identifier les compétences pour faire des transferts, des reconversions professionnelles entre des secteurs qui vont se contracter et donc qui vont très basiquement licencier, et puis d'autres qui sont en pleine croissance. Et comment on arrive à faire cette conversion le plus rapidement possible. Et qui fait ce travail d'analyse ? C'est censé être, j'enlève le c'est censé. C'est la puissance publique qui concourt et qui travaille, mais la tâche est immense. La tâche est immense. Et ce sont aussi des acteurs privés comme Imagreen qui s'intéressent. Nous, on a déterminé ce qu'on appelle une roadmap un peu des compétences. Quelles sont les compétences dont une société comme Pelink a besoin pour les techniciens, automaticiens, la maintenance, où on retrouve ces compétences qu'on peut transposer facilement dans des secteurs qui vont se contracter.
Par exemple, soyons concrets, le secteur de l'automobile va perdre plusieurs centaines de milliers d'emplois. J'ai relu, on n'a pas notre invité du Shift, mais j'ai quand même relu le rapport intermédiaire qui compte 130 pages, un peu plus. Et voilà, c'est écrit, c'est chiffré, on arrive à le quantifier. Et donc, ces emplois perdus dans l'automobile, dans le secteur aéronautique, eh ben, c'est des emplois sur lesquels on peut facilement, pour certains d'entre eux, opérer des transfuges, là où c'est nécessaire. Nina ? Si je peux me permettre de compléter votre propos, Justin, c'était pour tout ce qui est de la transition. On parle de transition parce que c'est un mouvement. Donc, on est en train de créer de l'emploi d'une part, parce que toutes les startups, comme vous le disiez, qui sont présentes, entre autres les startups qui sont labellisées par le ministère dans la Green Tech Innovation, sont en pleine croissance. On a des chiffres absolument hallucinants comme HelloWatt, qui est un exemple qui a commencé à 3 employés, qui aujourd'hui est à 150 employés sans aide de la puissance publique. Dessus. Tout seul, on grossit à force d'être dans ce mouvement de transition écologique. Et également, ce dont on a peur en France particulièrement, parce qu'on est un pays également très industriel, c'est de perdre de l'emploi parce qu'on va s'orienter vers la transition écologique. Aujourd'hui, il faut comprendre que la transition, c'est également un mouvement, comme tu le disais Justin, de reconversion. On va essayer de prendre des emplois sur des dispositifs qui aujourd'hui sont polluants, vers des emplois qui sont plus verts. Et on remarque que finalement, la compétence à apporter est minime par rapport à l'impact que ça peut avoir. Donc, dans les services RH, par exemple, du ministère, de ressources humaines, du ministère, on essaye de mesurer la compétence qu'il faut apporter et le niveau de formation qu'il faut apporter. On donne 3 échelles, donc 1, 2 ou 3. 1, ça veut dire qu'on a besoin de moins de 2 mois de formation pour accéder à un métier de reconversion. 2, c'est entre 2 et 6 mois de formation. Et 3, c'est au-delà de 6 mois de formation. Et on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences à 1, voire 2, qui pourraient accéder au niveau de reconversion professionnelle et accéder au marché de l'emploi vert pour justement permettre cette transition écologique. Alors, oui, Jean ? Ah non, je croyais que vous souhaitiez réagir également. Justin ? J'attends la question. Non, mais alors, ou la relance. J'allais effectivement évoquer le fait, vous l'avez déjà introduit tous les deux, donc on devait avoir l'intervention de Noémie Martin-Pasquale, donc du Shift Project, qui n'est donc pas là aujourd'hui, vous l'avez compris. On a évoqué effectivement ce qu'elle devait nous proposer, nous présenter aujourd'hui, donc je vais vous en parler quelques secondes, puisqu'on est plusieurs à l'avoir travaillé, notamment sur cette table ronde. Donc le Shift Project, qui, je le disais, donc un think tank sur la décarbonation, a travaillé dès le début de la crise Covid, sur un véritable plan de transformation de l'économie française. Alors d'ailleurs, ça fait un peu écho aux dispositifs qui sont mis en place au sein même du ministère, mais on va dire que le Shift mène également ses études de son côté. L'idée, c'est non pas de voir comment est-ce que la transition écologique embrasse les métiers de l'environnement, même si on aura l'occasion d'y revenir entre nous, c'était de voir plus largement comment est-ce que cette transition qui s'impose à nous, vu le réchauffement climatique, vu la perte de biodiversité, va influer sur tous les secteurs de l'économie française en prenant tour à tour, les uns après les autres, les grands secteurs d'activité. Justin a parlé de l'automobile, il y a également donc, la question du bâtiment, plein de secteurs, jusque même pour vous dire, le secteur de la culture, c'est de voir quelles sont les transitions qui vont devoir être entamées au sein de ces différents secteurs et bien évidemment, s'agissant de cette table ronde, de voir comment est-ce que l'emploi est impacté, l'emploi est détruit d'un côté, l'emploi est recréé de l'autre et comment est-ce qu'on fait la jointure entre les deux. Donc il est prévu sur un agenda, alors que pour le coup, je vous avoue, je ne maîtrise pas totalement un nombre de publications sur les prochains mois. Donc je sais que le rapport sur la culture a déjà été publié. Celui sur l'automobile, que je n'avais pas vu, semble effectivement l'avoir été, d'après ce que dit Justin. Et donc le Shift Project, le think tank, va effectivement publier ces prochains mois donc un rapport par secteur d'activité que je vous invite donc à consulter, même si, vous l'avez compris, ils sont assez imposants, ces rapports, et pour cause, puisqu'ils embrassent la question de la formation et de la conversion qu'on a effectivement abordée. Et c'est une question que je vais vous poser à vous tous les trois. Qu'en est-il de la formation ? Est-ce qu'on est suffisamment outillé en phase avec les réalités de marché ? Vous parliez tout à l'heure, Jean, de cette tension qu'il y a sur les techniciens de maintenance. Est-ce que là, on est suffisamment au point ? Est-ce qu'il y a vraiment des besoins en la matière ? Alors, on voit toujours le verre à moitié plein chez Belin Questé. C'est notre façon aussi d'aborder les sujets de transition écologique, même si il est au clair dans le monde des déchets, il y a beaucoup à faire.
Sur cette thématique, l'apprentissage est, en tout cas chez Paul Inquesté, très très efficace. Il faut savoir qu'on a une quinzaine d'apprentis, on en voit beaucoup dans nos métiers. Et on trouve en tout cas que ce n'est pas un mode de formation unique, mais c'est un mode de formation quand même par rapport à des notions de transition dont on parlait, où un jeune finalement parvient à être accompagné par l'entreprise, mais bien entendu aussi par l'école, dans une certaine évolution et aussi dans un certain besoin de sens, besoin de concret. Et en tout cas, dans beaucoup de métiers, l'apprentissage correspond très très bien. L'apprentissage, on peut associer l'image de l'apprentissage aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, la formation continue. Et aujourd'hui, en tout cas, moi je crois beaucoup au fer de lance de cet outil. Donc, dans le domaine de l'apprentissage, on veut être à l'initiative en effet de rajouter plus de thématiques, je dirais, actuelles dans le domaine de la transition écologique, et je pense qu'on va le faire dans les prochaines années, à savoir de donner une notion dans les cours, dans ce qu'on fait, en plus des bases académiques qui sont très importantes, parce que même si on parle de transition écologique, même si on parle de technique, de toute façon, les sciences de l'ingénieur ou les sciences humaines restent très fortes dans tous ces métiers-là. Ça, c'est des impondérables. Il ne faut pas s'en écarter. Mais dans tous les cas, rajouter une pointe de sens dans le domaine de la transition écologique, c'est très intéressant et c'est assez fascinant de voir à quel point, depuis 8 ans que je suis à la tête de l'entreprise Paul Inquesté, les 3 dernières années, je n'ai pas reçu un seul candidat. Je reçois absolument tout le monde, du stagiaire à l'intérim, à l'ingénieur, au grand cadre, qui ne me parle pas du sens de l'entreprise, mais du sens en général, de toute façon, de l'économie circulaire. On ne parle même pas de Paul Inquesté, ça va bien au-delà, bien entendu. Et cette question du sens est très dynamisante pour des gens qui rentrent dans l'information, qui sont parfois, elles sont celles qu'elles sont, parfois elles sont assez éloignées du métier même. Oui, c'est là qu'on arrive à relier les choses de façon beaucoup plus concrète, en tout cas pour les jeunes, en tout cas dans le domaine de l'apprentissage et par rapport à ce qu'ils peuvent imaginer. Comme on l'a déjà évoqué, effectivement, aujourd'hui, pour les métiers verts au sens strict, l'idée, c'est de se projeter aussi dans la transition, de ne pas simplement rester vert, mais d'aller au-delà, quelque part de rajouter une brique en manière conceptuelle, on va dire. On passe du traitement de déchets à l'économie circulaire. Concrètement, en termes d'emploi, en termes d'accompagnement des filières, qu'est-ce que ça traduit ? Alors, nous, concrètement, chez Paul Inquesté, pardon. Oui. Ouais. Et plus globalement, d'ailleurs, dans votre écosystème. Alors dans l'écosystème, il est certain que les grandes entreprises, les grands exploitants font une part du job. Hein. C'est eux qui ont un maximum d'emplois. Et je pense que ce qu'on voit chez les grands exploitants, c'est en effet une dimension académique, une dimension campus, on va dire, de formation qui sont loin d'être inactifs. Hein. Les grands Français qu'on connaît, et ils sont pris en exemple par les internationaux, on le voit. Hein. On le voit quand on va installer des machines, on voit à quel point aussi on a la chance d'avoir des filières qui sont certes pas parfaites, qui sont en évolution, mais on voit des transformations, en tout cas des attentes et des initiatives très présentes parmi ces grands, parce qu'ils savent très bien que ça va se transformer et ils prennent des choses très concrètes en termes de prendre de plus en plus de stagiaires, de stages de troisième aussi, ça passe aussi par là, la découverte de l'entreprise, la découverte des métiers, la découverte du sens, des portes ouvertes, des ouvertures de centres de tri, des visites de centres de tri, c'est des petites choses, mais ça peut faire basculer un jeune ou un moins jeune en se disant mais ça aussi ça m'intéresse, je m'étais fait une image dans ma tête de pollution, de tout ce qu'on veut voir à la télé, de catastrophes, et finalement le fait d'avoir visité, le fait d'être venu sur un stand, le fait d'avoir visité un centre de tri, donc on voit une ouverture de notre secteur, une ouverture de l'entreprise avec la French Fab, avec ce genre d'initiatives qui aujourd'hui sont quand même montrent une certaine efficacité, en tout cas on le voit en 3 ans, on a vu une vraie différence en tout cas. Justin, je décrivais dans les grandes lignes le plan de transformation de l'économie française proposé par le Shift. J'imagine que vu la présentation que vous avez faite tout à l'heure d'Imagine, vous y retrouvez relativement bien, effectivement, dans cet esprit mutation des anciens secteurs et l'accompagnement stratégique pour réussir la transition. Mais concrètement, sur le terrain, comment est-ce qu'en termes de formation et comment est-ce qu'en termes de sourcing, vous arrivez à faire le lien, justement, pour accompagner vos clients dans leur volonté de réussir la transition sur des profils qui n'existent pas encore vraiment ou qui ne disposent pas encore de filières de formation qui sont matures. Comment est-ce que du coup on arrive à boucler la boucle pour reprendre la notion d'économie circulaire ? Je rejoins en tout cas ce que disait Jean à l'instant sur la recherche du sens. Et ça, on a vu ça de manière grandissante depuis 10 ans chez nous, chez Imagreen. Tous ceux qui nous appellent, et ils sont des centaines tous les jours, parce qu'on capte une bonne partie de demande, recherchent ce sens.
Et cette recherche de sens, finalement, il y a tous les secteurs. On parlait tout à l'heure, David, vous posiez la question du bâtiment, par exemple, ou de l'agriculture. Ce sont deux énormes secteurs très impactants et à enjeu pour la transition et qui vont recruter énormément. Mais le secteur du bâtiment, comme le secteur de l'agriculture, aujourd'hui, les acteurs eux-mêmes, finalement, ne peut-être communiquent pas assez bien, pas suffisamment sur le sens donné. Je travaille dans le bâtiment, j'ai pas le sentiment aujourd'hui qu'on travaille dans le secteur de l'environnement. Or, je travaille dans le bâtiment, on devrait arrêter de dire je travaille dans le bâtiment, je travaille dans la rénovation énergétique. Je travaille dans le bâtiment, enfin dans l'environnement. Et ça, c'est aussi un changement de mentalité. Je travaille dans l'agriculture, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois dans l'agriculture en création. Aujourd'hui, c'est à peine 1% de la population active. C'est un énorme gisement d'emplois, mais il faut donner envie de travailler dans le secteur de l'agriculture. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça renvoie à une seconde notion de la désirabilité sociale. Quelle image renvoie mon travail par rapport finalement à mon entourage. Et ça, c'est extrêmement important. On le constate, on peut le déplorer, pendant des années, dénigré un tout petit peu les métiers techniques, les métiers en apprentissage. On est sur une autre dynamique, mais regardez, David, combien de temps ça va prendre pour que dans les esprits, on puisse finalement regagner cette désirabilité, cette envie sur ces métiers-là. Et c'est pourtant de ça dont il s'agit, parce que ça part de l'envie de tout à chacun de s'inscrire dans un parcours. Alors cette durée de temps, justement, c'est quoi l'agenda à votre avis? C'est plusieurs mois, plusieurs années? Parce que le réchauffement climatique, il n'attend pas, clairement. C'est ça. Je suis heureux d'apprendre la bouche de Nina que l'État a regardé les formations courtes 1, 2 et 3, 1 en dessous de 2 mois, 2 entre 2 et 6 mois de formation et 3 plus de 6 mois. Ça me rappelle un bel exemple. Je mets une casquette d'élu, je suis premier adjoint dans une ville urbaine. Et quand on s'est déconfiné, le ministère de la Transition souhaitait, d'ailleurs plus peut-être pour des raisons de distanciation sociale et donc des raisons sanitaires, souhaitait finalement qu'on se déconfine en vélo. En disant, chouette, bonne idée, il faut qu'on aille chercher. Les Français ont un vélo. Par contre, peut-être qu'ils l'ont pas utilisé depuis longtemps, il faut mettre un peu de graisse, il faut réparer la roue, changer le frein, etc. Coup de pouce vélo, 50 €. Très bonne idée. Sauf que ensuite, qui s'occupe de réparer les vélos? Eh ben, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour réparer les vélos. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le ministère? Il a appelé le président de la FUB, Fédération des usagers de la bicyclette, en disant, combien vous pouvez former de personnes? Je peux en former 250. Il m'en faut 500. Déjà, ça ne va pas être possible. Combien de temps ça dure? 3 mois. Le déconfinement, c'est en 3 semaines. Ah bon, donc on va apprendre 80% des compétences du technicien cycle en 3 semaines. On n'a pas le choix, on se déconfine. Et donc, c'est là, en fait, dans cette petite histoire, qu'on résume finalement les sujets de la formation. Donc, il faut grandement accélérer. Il y a plein de formations où, un peu comme la loi de Pareto, on peut faire acquérir 80% des compétences finalement en peu de temps. Et ensuite, c'est toute une vie pour continuer l'apprentissage, pour exercer son métier. Mais il y a toute une série de métiers où on peut accélérer. Et ça demande aussi beaucoup d'agilité. La puissance publique, et j'en fais partie, on doit apprendre aussi à être un peu plus agile. Ça permet aussi, il faut aussi également être dans une capacité à être au plus proche des acteurs du terrain, du territoire. Et donc, passer d'un État qui centralise, il faut le dire, beaucoup de sujets, à un État qui se décentralise progressivement pour laisser les acteurs du territoire opérer, mettre en place les formations qu'il convient de définir et de mettre en place pour opérer cette mutation le plus rapidement possible. Nina, avant que l'on passe le micro à la salle et pour prendre quelques questions, j'imagine qu'il y en aura certaines. Est-ce qu'on peut voir avec vous, vous en avez fait mention tout à l'heure, la place des femmes dans la transition écologique? Quelle est-elle? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'elle sera équilibrée homme-femme? Est-ce que c'est un enjeu que vous regardez particulièrement? Donc déjà, si je peux me permettre, je rebondis sur 3 voies pour ça m'est jamais 203, sur la quête de sens. La quête de sens est absolument importante, particulièrement chez les jeunes. Je vois également d'autres jeunes par-ci par-là dans la salle, ce qui est assez agréable de voir qu'on est investi ensemble dans la transition écologique et de voir qu'on a envie de faire bouger les choses pour un avenir meilleur. Par contre, pour la question des femmes, là, c'est plus compliqué parce que... Je tiens d'ailleurs à préciser qu'au départ, on devait avoir la parité sur l'estrade. Et finalement, Noémie Martin-Pasquale n'étant pas là, effectivement, vous êtes en minorité. J'en suis désolé. Voilà, on est en minorité également. Je vois qu'il manque un petit E à charger et E. Ça fait... Ah oui, alors ça, j'endosse la responsabilité, c'est moi, effectivement. Donc, sur la quête des femmes. Donc, les femmes ont envie de s'investir, mais il existe des biais de genre dans la société qui sont mis dès notre plus jeune âge.
Donc comme je le disais, moi je suis en études d'ingénierie. Dans ma promotion, on n'est pas beaucoup de filles en data science. On recherche beaucoup de profils féminins. Quand vous dites Et, c'est pas beaucoup, pas beaucoup. pas beaucoup, vraiment pas. Vous êtes la seule? Je suis sur une promo de 120 personnes et on est 5 filles. Ah effectivement, oui, c'est vraiment peu. Quand il y a un astérix sur le site de l'école pour dire administration incluse, souvent c'est que c'est pas très bon dessus. Donc, pour revenir sur le sujet des femmes, donc on a plusieurs choses qui sont mises en place au niveau de la fonction publique. On a un programme qui s'appelle Data au féminin, qui va être monté à partir de novembre. Donc, le webinaire est le 30 novembre pour suivre ce programme. Et il sera lancé le 4 décembre de cette année. Data au féminin, c'est un programme qui a été reconnu par la commission de l'égalité hommes-femmes de la fonction publique, du ministère de la fonction publique, pour essayer d'inclure les femmes dans la transition écologique et particulièrement dans les questions de données. Les femmes, donc c'est pour une sensibilisation, que ce soit aux hommes et aux femmes, sur le fait qu'on ait besoin de femmes dans la société. On a besoin de montrer des images de femmes, des exemples qu'on appelle aussi des role models en anglais, pour dire ça. Et on essaye de les orienter vers des métiers qui pourraient être accessibles aux femmes, comme la data science, l'ingénierie, la physique, la chimie, les mathématiques, l'économie, les hauts postes dans la fonction publique également, qui sont assez mal représentés au niveau féminin. Cette formation est plus une espèce de MOOC que l'on pourra suivre, qui comporte une 20aine d'heures de formation. Donc data au féminin encore une fois. Si vous voulez plus d'infos, il existe une adresse mail sur laquelle vous pouvez vous renseigner qui s'appelle data avec un S au féminin @développement-durable.gouv.fr. Dans la transition écologique, on essaye aussi de faire vraiment la promotion des femmes justement pour donner de la visibilité au métier des femmes. On a la semaine prochaine, au niveau de la Green Tech Innovation, le Meetup, qui est l'événement qui réunit tout l'écosystème de la Green Tech française. On fait des stands qui sont tenus exclusivement par des femmes. Donc il y a plusieurs stands, un peu comme à Polytech, en moins grande échelle forcément que ce qu'il y a aujourd'hui. Et tous les stands sont tenus par des femmes. On a des tables rondes qui sont exclusivement féminines. On a des conversations autour de l'emploi, des tensions sur l'emploi féminin. Et également, on fait la promotion assez régulièrement dans la Green Tech Innovation des femmes entrepreneuses, des portraits de femmes qui montent des entreprises et qui travaillent sur les données. Et dans le programme dont je vous parlais également tout à l'heure, des entrepreneurs d'intérêt généraux, qu'on appelle également EIG, pour entrepreneurs d'intérêt général. On a beaucoup de femmes qui s'inscrivent, plus de femmes que d'hommes d'ailleurs, pour tout ce qui est développement, data science. Peut-être parce que une part de la féminité cherche encore plus de sens, encore plus d'investissement, sur laquelle on a besoin pour réfléchir dans un milieu qui est très souvent masculin. Jean, dans le secteur traditionnel, je serais tenté de dire des déchets et son passage, comme on l'a vu tout à l'heure avec vous, sur l'économie circulaire, est-ce qu'on assiste à une plus grande place qui est accordée ou que prennent les femmes? Parce que accorder, j'aime pas le terme, ça fait un peu on leur laisse. Est-ce qu'elles s'emparent de la thématique? Est-ce qu'elles sont plus présentes avec ce passage du recyclage, du métier du traitement de déchets, à celui plus global de l'économie circulaire, selon vous et au vu de vos 8 années d'expérience à la tête de Pellin Questé? J'ai du mal à répondre à cette question, c'est pas forcément évident. On a 35% de femmes dans l'entreprise, c'est un milieu très industriel aussi de fabrication de machines. Il est certain, moi ce que je constate au quotidien, c'est que tout simplement quand on a une réunion, une prise de décision et qu'il y a la parité, ça fonctionne beaucoup mieux. Quand il y a la diversité au sens large, hommes, femmes et autres. Ça c'est une constatation et c'est certain que, bon, on le voit, c'est ce que vous vivez aussi au quotidien, c'est que s'il n'y a que des femmes ou que des hommes, on voit que sur des décisions assez pointues ou à long terme, ça demande des transitions, des visions aussi moyen terme. C'est vrai que ça fonctionne bien qu'on est tous ensemble autour de la table. Donc c'est vrai que je constate parfois sur un certain déficit dans mon comité de direction, dans certaines décisions on prend, où on n'hésite pas à essayer de rajouter aussi, de trouver cette parité. Voilà, maintenant dans le métier de l'itinérance, ainsi de suite, c'est encore des métiers en effet qui sont très très masculins. Parce qu'on a une grosse partie de nos métiers qui sont dans l'itinérance. Et voilà, c'est des rythmes de vie, des équilibres qui aujourd'hui ne permettent pas en tout cas pleinement à laisser sa place aux femmes. Nina ? Oui, pour donc compléter votre propos, Jean, sur l'industrie, également sur l'agriculture, pour Justin, on manque de femmes
Et ça, c'est une réalité qui est non seulement nationale, territoriale, mais également internationale. Si vous regardez tous les programmes des Nations Unies, le ONU Women également parle du fait qu'on manque de femmes dans tous les métiers de l'ingénierie, de l'industrie, de l'agriculture, de l'automobile. Tous les secteurs qui finalement sont en reconversion pour la transition écologique. Et si on peut rajouter également quelque chose... J'ai perdu mon... J'ai totalement perdu mon propos. Si on peut rajouter quelque chose sur la formation, on peut voir le biais de genre qui est mis, par exemple, sur l'UNICEF. Si vous regardez sur le site de l'UNICEF, on a l'éducation qui est mise en place pour faire comprendre que les femmes, les jeunes filles, peuvent également faire des maths, être astronautes ou encore agir pour la transition écologique. Et je pense que ça, c'est de notre devoir en tant que fonction publique, mais en tant que fonction privée également, de développer l'emploi féminin et qu'il y ait finalement cette parité dont on rêve. Justin, peut-être vous également, votre avis sur cette question de la féminisation au vu de tous les flux que vous voyez passer en matière de recrutement chez Imagine? Ça progresse, mais ça devrait ne pas être un sujet. C'en est encore un. Effectivement. Voilà, la preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Je suis assez d'accord. Donc accélérons. Y a-t-il des questions dans la salle? Je vous ai proposé effectivement, oui. Alors si on peut faire passer les micros, au moins 3 questions déjà. Bonjour, je voudrais rebondir sur le propos que vous aviez à l'instant sur le problème de la féminisation et aussi sur le problème de la formation. En France, on accorde beaucoup d'importance culturellement au diplôme, peut-être un peu trop dans ce contexte où effectivement, Justin Longness le disait, on a absolument besoin d'accélérer. Et effectivement, on le voit sur les stands dédiés au recrutement, le nombre d'étudiants qui arrivent et qui posent comme question celle de savoir si il vaut mieux faire tel ou tel master, telle ou telle formation pour derrière trouver un emploi. Donc je voudrais poser la question à nos 2 acteurs du privé sur ce plateau, rassurer peut-être ou encourager les étudiants qui vous écoutent, étudiants et étudiantes qui vous écoutent, à quel point le type de diplôme, le type de parcours choisi est important derrière. Et effectivement, on le sait, c'est aussi un biais de genre où les femmes ont tendance à chercher la surqualification pour se sentir légitimes dans l'accès à l'emploi. Alors Jean, déjà pour commencer peut-être. Nicole. Alors en effet, on a des biais. Quand on fait du recrutement, on a un biais. Quand on rencontre quelqu'un, on a notre biais expérientiel, notre biais éducationnel. Je pense qu'il faut en avoir pleinement conscience. Donc de formation d'ingénieur, ainsi de suite, dans l'industrie, c'est pas forcément évident. Donc c'est important de travailler dessus déjà. C'est le premier point, du réalisme, on dit. Maintenant, ce qu'on regarde, et j'essaie d'être le plus réaliste possible en disant la vérité. Je pense que les jeunes qu'on rencontre ont beaucoup d'aplomb. Ils sont très exigeants. Et ça, c'est très appréciable. C'est assez impressionnant d'ailleurs les recrutements, à quel point ça a changé depuis 2-3 ans. Et c'est bienvenu. C'est assez déroutant pour chef d'entreprise à quel point ça a évolué. On a toujours beaucoup regardé le savoir-être. C'est quelque chose qu'il faut vraiment... Surtout dans des transitions, c'est ce savoir-être qui va être quand même clé pour accompagner l'entreprise et pour accompagner les personnes. C'est ce savoir-être qui va permettre de donner les clés de finalement rassembler le domaine de la formation, le domaine du métier et aussi l'écosystème dans lequel on rentre, qui permet à une femme aussi de pleinement pénétrer des groupes, des sujets qui ne sont pas forcément évidents. C'est vrai aussi pour d'autres minorités, ce n'est pas évident. Donc on regarde beaucoup le savoir-être, on regarde forcément une base académique qui doit être importante sur certains métiers. Il faut le savoir, un mathématicien, ça reste un mathématicien. On parle de data scientist. S'il n'y a pas une base de mathématiques solide, on fait beaucoup de tests techniques. On essaie justement de s'affranchir de certaines idées reçues, parce que dans toutes les écoles aussi, il y a des gens qui ne sont pas très forts académiquement. Mais on fait, depuis 3-4 ans, on fait énormément de tests techniques, très pratiques, pour voir si la connaissance académique est quand même suffisante. Bon, après, ils sont bons, ils ne sont pas bons, on les fait. Ça nous donne certains éléments. Pareil sur le savoir-être. On est très ouvert à beaucoup d'écoles. On est beaucoup ouvert aussi, bien entendu, à l'apprentissage. On est beaucoup ouvert aussi à la reconversion. On essaie de faire travailler beaucoup la mobilité. Je pense que la mobilité aussi, c'est énormément d'opportunités dans les transitions. Donc, on a fait sur 200 personnes. L'année dernière, on avait fait environ une dizaine de mobilités, ce qui est énorme. Ça veut dire beaucoup de prise de risque aussi pour l'employeur et pour l'employé. Donc ça répond à certaines étapes aussi pour un jeune qui dit « je me lance là-dedans ». Mais finalement, si je ne suis pas sûr, est-ce que dans 2 ans, je peux faire autre chose ? Oui, on essaie de poser la question, mais finalement, tu te lances là-dedans, mais qui tu es ? Qu'est-ce que tu recherches ?
qu'est-ce qui vraiment va te faire épanouir. La question de qui tu es, il y a des gens moins âgés qui répondent moins bien que des jeunes. Et cette question de qui tu es est très très importante. Ça se travaille un petit peu au préalable. Mais cette question de qui tu es permet de travailler sur la mobilité. Parce que selon qui tu es, dans 2 ans, on peut imaginer que tu deviendras développeur et plus tard data scientist. C'est des choses qui sont possibles aussi. Et est-ce que sur la question des diplômes, vous n'êtes pas trop confronté justement à des jeunes qui vont prendre des diplômes, quitte à être surqualifiés, vraiment étiquetés environnement et qui au final ne correspondent que peu à la réalité de votre marché? Pour le coup, moi, j'en connais pas. J'aimerais bien, mais des diplômes étiquetés environnement, on va regarder la performance d'un point de vue vraiment technique. Maintenant, la question du sens est arrivée très vite, mais on a beaucoup plus privilégié la connaissance, sachant le savoir-être, plus qu'un diplôme étiqueté environnement, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas de diplômes qui vraiment correspondent à nos métiers qui changent énormément ces dernières années. Voilà. Justin ? En complément de ce qui est dit, moi je pense que les dirigeants, ceux qui recrutent et qui ne seraient pas ouverts à tout type de profil, finalement déconstruisant leur biais d'une certaine manière, seront eux-mêmes perdants. Donc la logique, elle est simplement celle-ci, et nous, on l'explique depuis des tas d'années. Donc ça, c'est important. Donc ils se pénalisent eux-mêmes, et dès lors qu'ils finalement toucheront du doigt cette difficulté parce qu'ils ne grandissent pas alors même que le marché est là. Aujourd'hui, la problématique, c'est pas de savoir si il y a un marché, il y a un client. Le marché est là, puisque les entreprises de Polytech représentent plus une partie de la solution qu'une partie du problème. Le seul facteur limitant, c'est la capacité qu'auront les entreprises à recruter, à faire s'engager, à former, à fidéliser. C'est le seul facteur limitant. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est une question de culture aussi des recruteurs qui évolue beaucoup. Et je vois aussi beaucoup de plus jeunes. Et vous avez raison d'être là aujourd'hui. Et quand j'interviens dans les écoles, c'est les petites astuces que je donne. Parce qu'on me dit on intervient beaucoup pour présenter les métiers. Déjà, il faut présenter les métiers parce que les métiers sont insuffisamment connus, d'une part. Et après, comment on y accède ? Eh ben, je leur dis, entre autres petites astuces, parce qu'il y a les réseaux sociaux, LinkedIn, etc., des bons job boards, comme Emploi Environnement. Très bons job boards. Donc, il y a tout ça. Mais je dis, voilà, là, vous avez l'occasion, et d'ailleurs, c'est le stand aussi dans Emploi Environnement, vous avez l'occasion de faire des job dating, de rencontrer des gens. Vous avez l'occasion, sans même, finalement, envoyer un CV à peut-être un RH qui va filtrer ensuite l'opérationnel, etc. Vous avez l'occasion de parler directement. La technique ne suit plus. C'est-à-dire que c'est bon. Vous avez l'occasion tout simplement... Vous avez l'occasion tout simplement de rencontrer votre futur, j'ai envie de dire, patron ou patronne. Et donc, vous n'avez même pas encore transmis le CV que finalement vous êtes déjà embauché. Parce que l'approche qui est la vôtre dit beaucoup plus finalement de qui vous êtes. Et ça rejoint ce que tu disais, Jean. Voilà, l'approche, cette débrouillardise, ce culot, cette audace, voilà ce dont on a besoin. Et voilà finalement ce que vous témoignez quand vous avez cette démarche-là. Donc, vous avez tout compris. Nina ? Oui, je voulais juste rajouter, c'est pas seulement dans le privé que l'on rencontre cette question de l'importance du diplôme et de la valeur qu'on lui donne. On le rencontre également dans le public et on a beaucoup de stéréotypes et de préjugés sur le public. On a l'impression que pour rentrer dans un ministère, il faut absolument faire Sciences Po ou l'ENA. C'est faux. On a des catégories d'employeurs qui ont le bac, qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas de licence, qui n'ont pas de master, qui n'ont jamais fait l'ENA, qui ne mettront jamais les pieds à l'ENA non plus. Surtout qu'ils ne pourront plus maintenant. Pardon ? Surtout qu'ils ne pourront plus maintenant, parce que l'ENA, c'est fini. Oui, enfin, ce qui va remplacer l'ENA version 5 ans territoriale derrière. Donc le problème de la formation est vrai, l'importance du diplôme est également vraie. C'est surtout une pression que l'on se met en tant que jeune, et je pense, j'ai à peine 21 ans, donc je peux en parler sur ça. L'importance du diplôme, on a l'impression que c'est quelque chose d'énorme, alors qu'on peut vraiment réussir derrière et oser y aller. Il y a une personne derrière, donc expérience également personnelle. L'année dernière, je travaillais en EPID, qui sont les établissements pour l'insertion dans l'emploi, qui sont des jeunes décrocheurs entre 18 et 25 ans, qui ont totalement décroché sur le plan scolaire, mais également sur leur plan personnel, qui sont en quête de sens pour eux-mêmes. Si on leur parle des métiers de la transition écologique, souvent on a non mais la transition c'est tout vert, tout beau, tout rose. C'est pas vrai non plus, il y a beaucoup de choses à faire, à la fois dans l'industrie, dans l'automobile, dans la mécanique, sur lesquelles les jeunes qui n'ont peut-être parfois même pas le brevet des collèges pourraient s'orienter et devraient oser aller.
En tout cas, effectivement, permettez-moi de vous féliciter parce que je trouve que vous représentez parfaitement ce dynamisme des jeunes, puisque vous l'avez dit, vous avez 21 ans, et être à 21 ans sur la tribune du Salon Polytech, c'est une belle performance et bravo à vous. Je crois que nous avions 2 questions sur la partie droite de la salle. Merci. Bonjour. Je reviens sur les travaux qui ont été abondamment cités du Shift Project. Du plan de transformation de l'économie française. J'en parlerai pas aussi bien que Noémie Martin-Pasquale, mais il se trouve que je suis shifter et j'ai participé à la restitution de ces travaux-là. Ah, vous auriez pu être avec nous sur la table ronde alors. Bon, non. Bon, en tout cas, juste je partage avec vous un chiffre qui, moi, m'a scotché lors de la restite, c'est que effectivement, il va y avoir de la création d'emplois dans de nouvelles activités. Aussi la destruction, il ne faut pas se le cacher. Et puis d'ailleurs, ça peut faire peur. Enfin, la transition, c'est aussi schumpeterien, c'est de la destruction créatrice. Mais bon, au global, en emploi net, et donc gardez-le en tête, à horizon 2050, c'est 300 000 emplois créés. Donc ok, il y aura de la casse, mais au global, on va créer 300 000 emplois en France, si on s'y prend bien pour décarboner l'économie, à horizon 2050. Donc voilà, ça, 300 000 emplois, ça parle. Par ailleurs, je rebondis sur un truc que j'ai entendu ici même hier après-midi sur la transition écologique, la territorialisation. Et il y a le gars de la FNTP qui disait, bon d'ailleurs, lui, il a des sujets dans sa fédé pour recruter, ça fait pas rêver. On disait le bâtiment, mais bon, les TP, c'est pareil. Donc, justement, enfin, comment on le market. Bref. Le gros sujet, c'est territorialiser la transition écologique. Et donc, du coup, je mixe les deux. On se dit, il va falloir créer 300 000 emplois. Il va falloir les créer sur les territoires. C'est ça qui est génial avec la transition écologique. C'est pas des métiers de banque, finance, à la défense, quoi. C'est des vrais métiers dans l'économie réelle. Et donc, j'en reviens à ma question. Désolé, c'est un petit peu long comme introduction, mais comme contextualisation. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner cette création d'emplois sur les territoires ? Voilà, vous avez 2 minutes. Justin ? Merci pour cette belle intervention. J'ai un exemple très concret. Aujourd'hui, nous, on accompagne une relocalisation d'une filature de lin, fibre d'ailleurs durable par excellence, parce que le coton, ça pousse sous d'autres latitudes, c'est loin de chez nous et ça demande beaucoup d'eau. Le lin, ça pousse chez nous, oui. Voilà, exactement. Et donc, d'ailleurs, on ne le pense pas, mais le textile, c'est de l'agriculture. Il faut bien l'avoir en tête. Et on ne l'a pas forcément immédiatement en tête. Et donc, on accompagne, nous, la relocalisation, parce que la transition, c'est aussi relocaliser l'outil productif. C'est réarmer industriellement la France. Et donc, là, très concrètement, on accompagne cette filature qui se localise à Béthune. À côté, à Béthune, on a le cas, finalement, de notre entreprise Bridgestone qui fabrique des pneus qui est en difficulté. Bridgestone à côté, alors là les chiffres ils sont pas en faveur d'une création nette, mais Bridgestone c'est 300 de mémoire emploi supprimés, et cette filature de lin qui est une petite filature mais qui va grandir, c'est environ une 30aine d'emplois. Et ben donc on a déjà des transfuges qu'on a opérés nous, et on s'occupe de l'ensemble du recrutement du staff depuis le directeur de site jusque le technicien et l'ouvrier. Et puis on parlait de nouveaux métiers, ces métiers ont disparu. Et donc, on est obligé de rappeler des formateurs aujourd'hui qui sont dans les filatures en Pologne et qui reviennent. Alors, à l'époque, c'est marrant, petite histoire. On envoyait les Français former les Polonais. Les Français, désormais, parce que ça s'arrêtait dans les années 80-90, ils ne sont plus en activité. Et aujourd'hui, c'est les Polonais qu'on a formés qui reviennent nous former. En France. Voilà. Et les métiers n'existant pas, on travaille avec la puissance publique et on a imaginé finalement des recrutements sans CV, parce que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un CV, le métier n'existe pas. Donc, on mesure un savoir-être, on mesure une proximité par rapport au site de l'usine, pour respecter aussi l'équilibre vie pro et vie perso. Et puis, on mesure tout simplement l'envie qu'ont les personnes de venir travailler sur ce nouveau site industriel. On a là un exemple très concret de ce qui se passe dans les territoires. Et moi, j'ai vu ce chiffre, j'ai lu le rapport, je pense que c'est bien plus que 300 000 emplois en création nette, parce qu'il y a une réindustrialisation massive qui va s'opérer, et ça, on peut tous s'en féliciter. Lina ? Sur la création également, on ne compte pas la reconversion, donc c'est encore plus d'emplois qui vont être créés dessus. Je rebondis sur ce que tu disais sur ce que vous disiez sur non, on peut tous se dire tu. Hein. Très bien. On est entre jeunes, enfin plus ou moins. C'est ce que tu disais, Justin, sur les emplois qui n'existent pas. Il faut savoir que comme la transition écologique évolue au quotidien, il y a des emplois dont on n'a même pas idée aujourd'hui qui seront créés demain.
et sur lequel il y a de réelles opportunités, que ce soit au niveau de la reconversion professionnelle ou de la création effective d'emplois. Sur le plan, comme tu disais, version puissance publique, il existe le plan France Relance qui œuvre dans cette direction, où on essaye vraiment de développer tout l'emploi sur les territoires, de créer une vraie maïotique des territoires, une solidarité et une cohésion entre eux. C'est pas juste des mots en l'air, la cohésion des territoires doit devenir effective et doit s'accélérer, contrairement à ce qu'on connaît aujourd'hui. Également donc, comme vous voyez, moi je suis chargée de la commande publique. On déploie en ce moment le plan national aux achats durables, sur lequel on essaye d'unir les acteurs et les territoires et tous les acteurs de la transition écologique à toutes les échelles pour déployer à la fois les achats durables, sauf que lorsqu'on achète une solution, c'est également de l'emploi qui est créé. Parce que pour mettre en place tous les dispositifs de service, je pense notamment à une start-up qui s'appelle Unico ou une autre qui s'appelle Trizy, qui vont avoir besoin d'employer des personnes pour gérer les collectes de déchets, pour déployer leurs collectes de déchets sur tous les territoires. Là, ils vont devoir créer de l'emploi et ce sera de l'emploi territorial, de l'emploi local et très concrètement ici. Je vous propose qu'on prenne une dernière question. Bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde. Pour le contexte, je viens d'être diplômée de master et je suis vraiment très heureuse de voir justement ce genre de table ronde et de discussion sur les emplois dans le domaine de l'environnement. Et je vais revenir rapidement en fait sur un des thèmes qui a été abordé précédemment. Je suis ravie d'entendre que Justin, vous avez été vous intervenez dans certaines écoles, mais pour avoir été dans de multiples formations universitaires, j'ai l'impression qu'on a quand même un train de retard. On n'est pas au courant forcément justement des besoins de l'économie. Comment est-ce qu'on là on voit les interactions entre le public et le privé, mais comment est-ce qu'on peut intégrer les universités ou les écoles dans ces discussions pour éviter de... Il y a un énorme effet d'inertie quand même dans les universités et les écoles, et on a l'impression qu'il y a une grande déconnexion entre tous ces mondes, alors que les universités et les écoles sont censées justement nous préparer aussi, en plus de nous apprendre de formidables choses en parallèle, et justement nous apprendre à nous comporter et à apprendre à apprendre. Comment est-ce qu'on arrive à reconnecter l'école et les besoins de notre économie ? Alors moi, si je peux me permettre, juste, même si je suis animateur, mais en même temps, au final, acteur de l'environnement, ce qui me catastrophie un peu dans ce que vous dites, c'est que moi, je suis un pur produit de l'université française, il y a quelques années, 25 ans, je crois que j'ai quitté les bancs des amphithéâtres, et finalement, quand je vous écoute, je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qu'à changer, parce que déjà, je ressentais à mon époque la même chose que vous, c'est-à-dire qu'on était dans notre microcosme, et il n'y avait pas rien ne transpirait avec le monde économique, et c'est vraiment cata. Alors du coup, une fois que je confirme effectivement votre propos et qu'en plus je l'appuie sur le fait que ça n'a manifestement pas évolué, je vais laisser mes intervenants préciser effectivement comment est-ce qu'on peut décloisonner. Je confirme le constat et je confirme surtout le potentiel qui est énorme, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on intervient en école, en tout cas dans notre entreprise, ça nous arrive, on essaie de s'inviter, on fait vraiment la démarche de s'inviter chez certaines personnes. C'est vrai qu'il y a un écart énorme et je reprends aussi ce que disait Justin, c'est que les rencontres sont exceptionnelles et très intéressantes entre les jeunes, les moins jeunes, les entreprises et même mes collaborateurs, quand ils reviennent d'une intervention dans une école, université, ils reviennent reboostés parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont fiers de leur métier et c'est chouette. On a fait venir une trentaine de collaborateurs ici. Je prends un peu cette image et le fait qu'ils viennent ici, ils se sont rendus compte aussi de leur métier. Donc c'est vrai qu'assez vite, on a des décalages. Il y a des décalages dans le monde du digital qui je dirais, qui ne facilitent rien. Là-dessus, moi, je suis assez très vigilant, en tout cas, du monde du télétravail, du digital, et ainsi de suite, qui met encore plus de distance entre nous. Et ça, c'est pas positif du tout, parce que je pense que l'échange, le lien, la parole, la communication, ce qu'on fait là, ça ne remplace rien. Donc, à nous priver aussi de prendre plus d'initiatives. J'ai fait mes études en Allemagne, 1 an, et c'est vrai que j'ai vu une quinzaine d'entreprises en 6 mois. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire aussi bien, parce que je pense qu'en France, on a des capacités de communication qui sont excellentes. J'ai pas la solution si ce n'est une énorme envie. Et on l'a mis sur notre feuille de route. Je suis en train de recruter justement une DRH qui va démarrer lundi, et c'est sur sa feuille de route, c'est d'aller voir les écoles, d'aller faire. J'ai des écoles aussi qui sont venues me démarcher, et la réponse est oui, oui, oui. Parce que, outre le fait qu'on cherche du monde,
On a une responsabilité sociale qui est géniale, c'est de partager notre passion. Et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir la partager avec des jeunes et des moins jeunes. Donc je vois ça de nouveau avec le verre à moitié plein, mais très réaliste. Hein. C'est sûr qu'on a du boulot et c'est chouette de prendre la voiture et d'aller voir toutes ces écoles, les universités, parce qu'il y a plein de jeunes qui ont appris beaucoup de choses très très vite. En plus, c'est assez impressionnant. Et qui nous mettent aussi la réalité en face, parce que c'est vrai que les révolutions industrielles dans notre domaine du déchet sont énormes à venir. Donc je pense que ça se passera de toute façon avec les jeunes. Nina, effectivement, moi je partageais le point de vue de Madame il y a 20 ans. Vous qui n'étiez pas sur les bancs de l'école il y a encore 20 ans, est-ce que c'est encore valable effectivement? Est-ce que vous avez le même sentiment? J'ai un point de vue qui est un peu différent parce que je suis également en double diplôme à l'ESSEC. Donc l'ESSEC, c'est une école de commerce, pour ceux qui ne contextualisent pas. Et à l'ESSEC, on est pionnier dans tout ce qui est environnement, économie. On a vraiment un regard d'avenir sur le monde. On est formé dès notre première année à l'ESSEC sur ce que l'on fait. En tout cas, pour le programme, quand on est en sortie de classe préparatoire. Et on a une réelle avance dessus. On a été reconnu par l'État en tant qu'école pionnière sur les questions RSE, environnement, économie. Et ça, je pense que ça pourrait être un exemple pour le reste des écoles françaises et le reste des universités françaises, notamment sur les aspects du plan climat, de la loi climat, des activités autour du développement durable. On a tout un séminaire qui est prévu et qui devient obligatoire à partir de cette année à l'ESSEC sur un MOOC sur l'environnement qui est dispensé à la fois par Carbone 4 et par des intervenants de l'ESSEC qui sont des intervenants du monde économique, qui font vraiment le parallèle entre ce qui se passe dans le monde industriel, économique. Donc plusieurs intervenants interviennent à ce moment-là. On a la BNP Paribas sur l'aspect de la finance verte, on a Saint-Gobain sur l'aspect de la construction décarbonée. Et ça donne vraiment beaucoup d'idées sur ce qu'est la réalité du monde économique aujourd'hui, sur ce qu'elle sera potentiellement demain avec la transition écologique. Et nous, en tant qu'étudiants, le rôle qu'on va jouer dedans, dans ces nouveaux emplois qui vont se créer, ces nouvelles thématiques. Justin, pour finir. D'un mot, c'est un peu disparate, effectivement. Les écoles d'ingénieurs de commerce sont un peu plus proactives. La preuve, c'est qu'on a de nouvelles écoles d'ailleurs qui se créent, qui viennent nous chercher pour intervenir. Le SBI, Green Management School, etc. Ils viennent nous chercher. Mais pour répondre à votre question, effectivement, moi je suis un grand pragmatique. Je dis aux universités et à ceux qui dirigent l'université, allez-y, faites venir en train, en bus, des étudiants pour venir sur Polytech, suivre les débats, discuter avec des acteurs. Et là, c'est une magnifique journée. Ça vaut plusieurs semaines de cours, plusieurs années de cours, parce qu'on se rend compte très concrètement de ce que c'est. Voilà. Et donc moi je pense de ce brassage étudiants, monde professionnel, monde public, on en tire le meilleur pour chacun, pour l'intérêt général. Voilà un peu le mot de conclusion. Merci David. Merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Merci. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour finir, si vous souhaitez continuer la discussion, n'hésitez pas à vous rendre sur les stands de Pellin-Questé, du ministère également et de Imagreen. Je finirai juste cette table ronde par le fait de vous rappeler que si vous ne l'avez pas encore fait, le magazine Actu Environnement est disponible gracieusement sur le stand de l'espace emploi compétences. Vous y retrouverez notamment 3 dossiers. L'un sur l'évolution des métiers des déchets à l'horizon 2030, donc qui fait écho à ce que disait Jean, d'une part. Également un autre dossier sur les tensions des métiers dans les éco-industries, donc qui brasse quelque part un petit peu tout ce que l'on a évoqué. Et puis évidemment, on en fait mention du plan de transformation de l'économie française. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller vous procurer ce numéro spécial édité à l'occasion de Polytech. Merci à vous tous d'avoir suivi cette conférence. Et je vous souhaite bon appétit et une bonne fin de salon Polytech 2021. Merci à vous.